Tout a commencé le soir où le vent semblait retenir son souffle, comme si le monde hésitait à dire quelque chose d'essentiel. J'avançais dans la salle obscure des archives et chaque pas résonnait comme une question sans réponse. Le bonheur, pensais-je, n'a jamais été aussi fragile que lorsqu'on prétend le comprendre. Une lettre scellée m'attendait sur la table, portant des mots capables de fissurer des certitudes trop anciennes. Jonas entr'ouvrit la porte, stupéfait par ce que je tenais entre les doigts, tandis que je sentais déjà la tension d'un secret trop longtemps enfoui. Pourquoi aurait-on voulu façonner notre quête intérieure à partir d'idées qui ne reflétaient pas nos vies réelles? Et si toute notre joie reposait sur une erreur transmise avec assurance, que resterait-il de nos choix? Alors une pensée me frappa, plus nette que l'obscurité. Et si nous poursuivions une promesse qui n'avait jamais été faite? Lorsque nous avons enfin brisé le sceau, un souffle glacé sembla traverser la pièce, comme si le passé refusait d'être réveillé. Jonas tenta de cacher son trouble, mais je sentais que chaque mot dévoilé alourdissait son silence. La lettre évoquait un traité oublié, attribué à un penseur majeur. Mais les phrases contradictoires donnaient l'impression d'un brouillon écrit pour tromper. Une question s'imposait. Pourquoi un esprit célébré comme un phare moral aurait-il délibérément brouillé sa pensée? En suivant chaque ligne, je percevais que ce document n'était pas une erreur, mais un avertissement. Pourtant, rien ne préparait nos esprits à l'idée que la vérité sur le bonheur pouvait être volontairement dissimulée, peut-être pour éviter de révéler une fragilité partagée par tous. Jonas proposa de comparer le contenu de la lettre avec les ouvrages connus du philosophe. Mais plus nous avancions, plus les contradictions se multipliaient. Certaines phrases semblaient évoquer une vision du bonheur fondée sur le renoncement total, tandis que d'autres parlaient d'une joie ancrée dans l'engagement humain. Ce mélange impossible suggérait deux voies opposées qui coexistaient dans le même esprit. Je réalisais que cette incohérence n'était pas une faiblesse, mais peut-être la trace d'un combat intérieur que l'histoire avait effacé. Nous découvrions un penseur qui n'avait pas menti, mais qui s'était protégé de sa propre vérité. Et si ce conflit dépassait la philosophie pour toucher chaque être humain incapable d'admettre la complexité de sa quête? Oh, les heures passaient et l'air devenait lourd, presque oppressant. Chaque découverte nous entraînait plus loin dans une zone grise où les certitudes perdaient leur sens. Jonas, habituellement rationnel, commença à douter de sa propre perception, affirmant que certaines phrases semblaient changer de ton lorsqu'il les relisait. Je partageais son sentiment, le texte semblait imprégné d'une énergie étrange, comme si l'auteur avait voulu que son message ne soit jamais lu d'un seul regard. Le bonheur y apparaissait comme un mirage mouvant, fuyant toute définition stable. Peut-être que ce philosophe ne nous avait pas menti, mais plutôt protégé d'un vertige insupportable, celui de réaliser que le bonheur n'est jamais fixe et que nous le poursuivons souvent avec des yeux aveuglés par nos propres attentes. À l'aube, un détail jusque-là ignoré attira mon regard. Une signature partielle, presque effacée, tracée d'une main tremblante. Jonas, épuisé, pensa d'abord à une copie maladroite, mais quelque chose dans l'inclinaison du trait me fit hésiter. Cette ligne fragile semblait porter la marque d'une confession. Était-elle vraiment du philosophe ou d'un disciple qui aurait voulu dissimuler la vérité? En observant cette trace, je sentis une intuition me traverser. Ce document n'était pas seulement un texte oublié, mais la preuve qu'un esprit autrefois admiré avait perdu confiance en ses propres enseignements. Peut-être que le bonheur ne pouvait pas être transmis, et que toute tentative de l'expliquer constituait déjà une forme de mensonge involontaire. Lorsque nous présentâmes nos découvertes à Maître Aldrich, il demeura longuement silencieux, comme si chaque mot que nous apportions réveillait une blessure qu'il croyait scellée. Son regard fixa la lettre avec une gravité qui nous mit mal à l'aise. Il affirma que certains philosophes avaient volontairement laissé des zones d'ombre, non pour tromper, mais pour éviter que leurs contradictions n'ébranlent les générations futures. Jonas protesta, estimant que la vérité devait être entière, même imparfaite,
Mais Aldrich répondit que personne n'était prêt à contempler un esprit brillant, vaciller. Je ressentis alors un malaise subtil. Si le bonheur avait été protégé derrière des ambiguïtés, peut-être avions-nous poursuivi toute notre vie, une idée filtrée, polie, élaguée de ses doutes. Et peut-être que la vraie question n'était pas ce qui avait été caché, mais ce que nous avions refusé de voir. Aldrich nous conduisit vers une section oubliée de la bibliothèque où se trouvaient des ouvrages rarement consultés. Il expliqua que certains manuscrits contenaient des versions alternatives de doctrines célèbres, rédigées avant leur adaptation définitive. Jonas observait les étagères avec une fascination mêlée d'appréhension, tandis que je sentais que chaque nouveau volume risquait de bouleverser l'équilibre fragile de nos convictions. Aldrich insista sur le fait que les philosophes n'étaient pas des modèles d'harmonie, mais des individus traversés par des conflits intérieurs. Peut-être que ce que nous appelions mensonge n'était que la trace d'une lutte humaine, trop humaine. En parcourant ces reliques, je compris que notre quête ne visait pas la clarté, mais l'acceptation du doute comme fondement même de la sagesse. Nous tombâmes sur un carnet relié de cuir, beaucoup plus personnel que les autres documents. Les pages, jaunies et fragiles, semblaient porter les traces d'un penseur au bord de l'épuisement. Jonas lut à voix basse une phrase qui nous glaça. « Égayer le bonheur est une promesse que je ne parviens plus à croire. » Jamais nous n'avions imaginé que ce philosophe, présenté comme un maître de sérénité, avait douté de ses propres principes. Aldrich détourna le regard, conscient que cette révélation remettait en cause l'image solidifiée par les siècles. Je sentis une étrange compassion pour cet auteur disparu, et je me demandais si nos existences modernes n'étaient pas construites de la même manière, façonnées par des idéaux que personne n'ose remettre en question de peur de se perdre soi-même. La tension monta lorsque Jonas commença à assembler les contradictions trouvées dans le carnet et la lettre. Une étrange cohérence apparaissait soudain. Une confession dissimulée, un aveu involontaire, un combat entre idéal et vérité. Aldrich tenta de nous dissuader d'aller plus loin, affirmant que dévoiler ces fragments risquait de déstabiliser la compréhension traditionnelle du bonheur. Mais Jonas refusa, arguant que toute construction morale fondée sur la dissimulation ne pouvait conduire qu'à une illusion. Je restai silencieuse, partagée entre la prudence d'Aldrich et la détermination de Jonas Punz. Ce que nous découvrions n'était pas un mensonge, mais la trace d'un esprit vulnérable qui avait cherché refuge dans des mots trop parfaits pour être sincères. Aldrich nous révéla alors un dernier détail, un secret qu'il n'aurait jamais dû avouer. Il avait lui-même contribué à occulter certains passages des éditions modernes, suivant une tradition héritée de Roy. Ses maîtres. Jonas resta figé, incapable de prononcer un mot, tandis que je sentis une vague de colère me traverser. Ce n'était plus seulement un philosophe ancien qui avait dissimulé ses doutes, mais des générations d'érudits qui avaient protégé une image trop lisse pour refléter la réalité humaine. Aldrich affirma que ce geste n'était pas motivé par la malveillance, mais par la volonté de préserver une vision stable du bien. Pourtant, en entendant ces mots, je compris que notre quête venait de changer de nature. Elle ne visait plus à comprendre le passé, mais à réparer un héritage faussé par la peur de la vérité. La révélation d'Aldrich laissa un silence pesant, comme si les murs eux-mêmes hésitaient à admettre ce qu'ils avaient entendu. Jonas s'éloigna de quelques pas, refusant de croiser son regard, tandis que je tentais de comprendre l'ampleur de ce qui venait d'être confessé. Si plusieurs générations avaient volontairement sculpté une version idéalisée du bonheur, alors nous n'étions pas seulement victimes d'un mensonge ancien, mais d'une tradition entière de protection. Aldrich affirma que ce geste était nécessaire pour offrir aux esprits fragiles une lumière stable dans un monde chaotique. Pourtant, plus il parlait, plus je pressentais que cette stabilité n'était qu'un voile posé sur un gouffre de doute. Je me demandais soudain si le bonheur n'était pas devenu un mythe rassurant, entretenu pour éviter d'admettre que personne ne savait vraiment comment l'atteindre. Jonas reprit son souffle et déclara qu'il ne pouvait accepter cette logique, insistant que toute vérité, même instable,
devait être accessible. Aldrich tenta d'argumenter qu'un esprit perturbé par trop de contradictions risquait de s'égarer. Mais Jonas répondit que l'illusion était un danger bien plus grand. J'observais ces deux visions s'affronter, et je compris que la question dépassait désormais le philosophe oublié. Elle touchait à la manière dont chacun construit son propre sens. Le bonheur n'était pas une certitude universelle, mais un équilibre fragile entre ce que l'on espère et ce que l'on peut supporter. En écoutant leurs voix se heurter, je sentis que notre quête ne se résumait plus à dévoiler un secret, mais à comprendre pourquoi nous avions voulu croire à des vérités si parfaitement ordonnées. Après un long échange, Aldrich décida de nous montrer un ensemble de manuscrits qu'il n'avait jamais osé publier. Il parlait d'une écriture trop intime, trop révélatrice, qui dévoilait les doutes les plus personnels du philosophe. Lorsque nous ouvrîmes le premier cahier, je fus frappé par la simplicité des mots, loin des démonstrations grandioses. Il décrivait un homme cherchant désespérément à concilier ce qu'il enseignait et ce qu'il ressentait vraiment. Jonas lut un passage évoquant la solitude de celui qui prétend guider les autres sans parvenir à se guider lui-même. Je compris alors que ce philosophe n'avait pas menti. Il s'était protégé. Et peut-être que c'est nous, lecteurs modernes, qui cherchions trop souvent des réponses définitives dans des voies façonnées par la fragilité humaine. En parcourant ces pages, une phrase revint plusieurs fois, comme un leitmotiv obsédant. Yoga, le bonheur n'appartient pas à celui qui le décrit, mais à celui qui le vit. Aldrich expliqua que cette idée avait été jugée trop instable, car elle refusait toute théorie globale. Jonas affirma que cette instabilité reflétait pourtant la réalité de chacun. Je ressentis un étrange apaisement à la lecture de cette pensée, comme si elle reconnaissait enfin que le bonheur n'était pas un sommet à atteindre, mais une succession de moments fragiles. Nous réalisâmes que l'auteur avait tenté d'alerter sur le danger de figer une idée mouvante. Si les géants de la philosophie semblaient avoir menti, c'était peut-être parce qu'on leur avait demandé d'être plus solides qu'ils ne l'étaient réellement. Nous quittâmes la salle des manuscrits avec la sensation étrange d'avoir traversé une vérité que peu avaient osé approcher. Jonas semblait animé d'une nouvelle détermination. Il voulait rendre ses écrits publics, persuadé que le monde devait affronter cette vulnérabilité longtemps dissimulée. Aldrich tenta une dernière fois de nous mettre en garde, rappelant que la révélation risquait de provoquer incompréhension et rejet. Mais je compris que le véritable danger n'était pas de dévoiler ces mots, mais de continuer à croire qu'un idéal immobile pouvait encore nous guider. Le bonheur n'avait jamais été un mensonge mais une recherche fragile. Et c'était cette fragilité que nous étions enfin prêts à regarder sans détour. À peine sortis de la bibliothèque, nous sentîmes que quelque chose avait changé dans l'air. Jonas marchait vite, comme poussé par une urgence intérieure, tandis que je tentais de suivre le rythme, en comprenant que notre découverte dépassait largement notre petite enquête. Nous ne cherchions plus des fragments d'un passé abîmé, mais la responsabilité de dévoiler une vérité qui risquait de troubler bien des certitudes. Jonas affirma qu'il fallait rendre les écrits accessibles au public, même si cela signifiait briser une image longtemps sacralisée. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe de doute. Étions-nous prêts à provoquer un choc intellectuel d'une telle ampleur? Derrière cette inquiétude, une question plus intime se dessinait. La vérité sur le bonheur pouvait-elle vraiment aider? Ou risquait-elle d'ouvrir une brèche que personne ne saurait refermer? Lorsque nous rejoignîmes Aldrich dans son bureau, il semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques heures. Il nous observa longuement avant d'admettre que libérer ses écrits pourrait attirer des oppositions virulentes. Certains universitaires défendraient l'image traditionnelle du philosophe avec une ferveur presque religieuse. Jonas resta inflexible. La vérité ne pouvait pas être ajustée pour préserver un confort collectif. Aldrich soupira, reconnaissant que ses propres efforts pour protéger une version idéalisée du bonheur étaient peut-être fondés sur une peur personnelle de l'inconnu. Je ressentis alors une compassion inattendue pour lui. Après tout, n'était-il pas, lui aussi, prisonnier d'un héritage qui lui avait appris à masquer les doutes
pour mieux guider les autres. Nous décidâmes d'examiner une dernière fois les manuscrits afin de déterminer lesquels seraient essentiels à révéler. Les pages se succédaient avec une lucidité presque douloureuse. L'auteur y exposait ses hésitations, ses contradictions, et surtout sa crainte de tromper ceux qui cherchaient en lui une direction claire. Jonas s'arrêta sur un passage où il écrivait qu'aucun philosophe ne devrait prétendre définir le bonheur pour autrui. Je sentis ce message résonner en moi comme une vérité évidente et pourtant rarement admise. Peut-être avions-nous tous cherché des réponses hors de nous, simplement pour éviter de faire face à nos propres incertitudes. En refermant le cahier, je compris que partager ces écrits ne serait pas une trahison, mais une invitation à regarder la fragilité humaine avec honnêteté. Une tension nouvelle apparut lorsque Jonas évoqua l'idée d'organiser une conférence pour dévoiler nos découvertes. Aldrich pâlit, conscient qu'une telle révélation pourrait provoquer un séisme dans le monde académique. Dans le monde académique. Je demeurais partagé entre la nécessité de briser le silence et la crainte que notre démarche soit perçue comme un acte de rébellion plutôt que de lucidité. Jonas affirma que notre rôle n'était pas de protéger une tradition, mais d'honorer la vérité de celui qui avait écrit ces mots dans sa solitude. Je compris que cette quête n'était plus seulement intellectuelle. Elle touchait à la responsabilité morale de chacun face au mensonge, même involontaire, et si révéler ses écrits permettait enfin de rendre justice à un esprit longtemps déformé. Alors que nous finalisions notre décision, un sentiment étrange me traversa, celui d'être à la frontière entre deux mondes. D'un côté, la version rassurante d'un philosophe infaillible guidant les générations. De l'autre, la vérité brute d'un homme traversé de doutes. Jonas déclara qu'aucune quête de sens ne pouvait survivre à un mensonge prolongé. Aldrich, résigné, hocha la tête et accepta finalement que le temps était venu de dévoiler ce que beaucoup avaient voulu oublier. Je ressentis un mélange d'appréhension et de soulagement. Peut-être que la véritable question n'était plus de savoir pourquoi on nous avait menti, mais pourquoi nous avions eu besoin de croire à des théories aussi parfaites pour nous sentir rassurés. Le lendemain matin, nous nous retrouvâmes autour d'une table encombrée de notes, prêts à élaborer la présentation qui dévoilerait au monde les écrits oubliés. Jonas, animé par une énergie nouvelle, parlait d'un ton rapide, déterminé à rendre le message accessible sans le trahir. Aldrich, plus silencieux, mesurait chaque mot, conscient des conséquences pour ceux qui avaient bâti leur carrière sur l'image immuable du philosophe Pyn. Je ressentais, pour la première fois, le poids réel de notre décision. Non seulement nous révélions une vérité, mais nous brisions une tradition fondée sur l'idéalisation. En relisant certains passages, je compris que l'auteur ne cherchait pas à être retenu comme un sage absolu, mais comme un être humain tentant d'apprendre. Peut-être que notre geste n'était pas une rupture, mais la continuité de ce qu'il avait toujours voulu dire, que personne ne détient la formule du bonheur. Jonas insista pour que la conférence soit ouverte au plus grand nombre, non seulement aux universitaires. Il disait que la fragilité du philosophe ne devait pas être réservée aux spécialistes, mais partagée avec ceux qui chaque jour se battent pour comprendre leur propre vie. Aldrich hocha lentement la tête, comprenant que cette transparence représentait un tournant nécessaire. J'observais leurs échanges avec un sentiment de responsabilité nouvelle. Si les géants de la philosophie avaient parfois masqué leurs doutes, c'était peut-être parce que nous leur avions demandé un idéal inaccessible. En acceptant de montrer l'homme derrière la pensée, nous offrions une chance de redonner au bonheur une forme plus honnête, plus vivable. Peut-être qu'en révélant cette vulnérabilité, nous libérions enfin les lecteurs du poids des doctrines trop parfaites. Nous passâmes une grande partie de l'après-midi à organiser le discours. Chaque mot comptait. Car il ne s'agissait pas seulement de présenter des documents oubliés,
mais d'expliquer leur importance. Jonas proposa de commencer par une question simple mais dérangeante. Pourquoi cherchons-nous des certitudes chez ceux qui n'en avaient pas? Aldrich souligna que le public pourrait se sentir trahi, mais que cette réaction faisait partie du processus. Je compris que notre démarche visait à déplacer le regard. Au lieu de percevoir les philosophes comme des figures infaillibles, il fallait les voir comme des compagnons de route. Le bonheur, écrivait l'auteur, n'était pas une destination mais une tension continue. En construisant notre présentation, je sentais que nous éclairions aussi nos propres contradictions. Au fil des heures, un calme étrange s'installa, comme si, en donnant forme à nos idées, nous apprenions à apprivoiser l'incertitude elle-même. Jonas déclara que la révélation ne serait pas un scandale, mais une invitation à repenser notre rapport à la sagesse. Aldrich ajouta que cette démarche rendait enfin justice aux philosophes, dont la voix authentique avait trop longtemps été étouffée sous des interprétations rigides. Je réalisais alors que notre quête ne cherchait pas à détruire une figure admirée, mais à lui redonner une humanité que l'on avait jugée trop fragile pour être montrée. Peut-être que le bonheur résidait là, dans l'acceptation de la nuance, dans la reconnaissance d'une vérité qui n'a pas besoin d'être parfaite pour éclairer nos vies. Lorsque nous fûmes enfin prêts, un silence solennel envahit la pièce. Jonas rangea les manuscrits dans une boîte soigneusement protégée, comme s'il transportait une vérité délicate. Aldrich posa la main dessus avec une gravité presque rituelle, acceptant pleinement la portée de ce que nous allions révéler. Point. Je ressentis alors un mélange d'appréhension et de détermination. Nous étions sur le point d'affronter un monde qui préférait parfois les illusions aux nuances. Pourtant, je savais au fond de moi que cette démarche pouvait ouvrir une brèche essentielle. Peut-être que les géants de la philosophie n'avaient jamais voulu nous mentir. Peut-être avaient-ils simplement essayé de nous offrir une boussole, même si leur propre chemin restait flou, et c'était à nous désormais de poursuivre cette route avec honnêteté. La salle de conférence était déjà occupée lorsque nous arrivâmes, et un murmure inquiet parcourait les rangées de chaises. Jonas marchait d'un pas assuré, mais je percevais la tension dans la manière dont il serrait la boîte contenant les manuscrits. Aldrich nous suivait en silence, comme écrasé par la portée de ce moment. Je sentis mon cœur battre plus fort en voyant les visages attentifs qui attendaient des révélations capables de bouleverser leurs repères. Nous n'avions plus le droit à l'erreur. Lorsque Jonas me lança un regard, je compris que nous étions sur le point de franchir une limite invisible, celle qui sépare le savoir confortable d'une vérité plus exigeante. Et alors que les lumières s'adoucirent, je me demandais si le monde était prêt à accepter que même les maîtres de la sagesse avaient tremblé sur leur propre chemin. Lorsque Jonas prit la parole, un silence dense s'abattit sur la salle. Il commença par décrire la découverte de la lettre, puis la manière dont les contradictions du philosophe révélaient une lutte intérieure rarement évoquée. À mesure qu'il avançait, je voyais des regards se tendre, certains choqués, d'autres intrigués. Aldrich, assis à mes côtés, gardait les mains jointes, comme s'il priait pour que le public comprenne la profondeur de ce dévoilement. Jonas affirma que ses écrits n'étaient pas une preuve de mensonge, mais un miroir de l'humanité réelle. Cette phrase fit vibrer la salle d'une manière inattendue. Je compris alors que nous ne révélions pas seulement des mots oubliés, mais une vérité que chacun redoutait peut-être de reconnaître. La sagesse ne protège pas toujours de ses propres incertitudes. Jonas ouvrit ensuite la boîte et dévoila le premier manuscrit. Un frisson parcourut la salle lorsque les mots du philosophe apparurent sur l'écran. Les phrases hésitantes, les corrections à moitié effacées, tout révélait une vulnérabilité inattendue. Certains membres du public commencèrent à prendre de frénétiques notes, tandis que d'autres semblaient déstabilisés. Aldrich me chuchota que cette réaction était inévitable.
L'autorité se fissure toujours lorsque l'humanité refait surface. Je sentis pourtant que cette fragilité, loin de diminuer la valeur du philosophe, le rendait plus proche, plus réel. Le bonheur prenait alors une forme nouvelle. Non plus un idéal parfait, mais un chemin marqué d'hésitation. Et si c'était justement cette imperfection qui rendait sa pensée si précieuse? Les réactions du public ne tardèrent pas à éclater. Certains universitaires se levèrent pour contester la légitimité de nos sources, affirmant que de tels doutes contredisaient l'œuvre officielle. D'autres, au contraire, saluèrent cette révélation comme un éclairage indispensable. Jonas resta d'un calme remarquable, répondant aux questions avec une clarté qui désamorçait les tensions. Aldrich, malgré sa réserve, finit par intervenir pour confirmer l'authenticité des documents et reconnaître publiquement son rôle dans leur dissimulation. Un murmure parcourut la salle, mélange de surprise et de compréhension. Je sentis une vague d'émotion m'envahir. Ce n'était pas seulement une conférence, mais un acte de réparation. Et pour la première fois, je compris que la vérité pouvait rassembler autant qu'elle divisait. À la fin de la conférence, un silence prolongé retomba sur l'assemblée. Jonas referma doucement la boîte, comme pour signifier que nous avions accompli ce que nous devions faire. Plusieurs personnes vinrent nous voir, certaines encore troublées, d'autres reconnaissantes. Aldrich sembla soudain plus léger, comme si un fardeau qu'il portait depuis des années venait de se dissoudre. Je réalisai alors que nous venions de franchir un seuil symbolique. Nous avions remplacé l'idéalisation par l'honnêteté. Et peut-être que la véritable leçon du philosophe était là, dans cette simplicité qui avait été trop longtemps jugée dangereuse. En quittant la salle, je sentis naître une question nouvelle. Que devenons-nous lorsque nous acceptons enfin que le bonheur ne se trouve pas dans la perfection, mais dans le courage de regarder nos propres contradictions? Le lendemain de la conférence, nous nous retrouvâmes dans un calme presque irréel, comme si le tumulte de la veille appartenait déjà à un autre monde. Jonas semblait pensif, observant la ville depuis la fenêtre, tandis qu'Aldrich buvait son thé avec une lenteur inhabituelle. Je ressentais encore les échos des réactions du public, ce mélange de trouble et de soulagement qui révélait à quel point nous avions touché quelque chose de profondément humain. Jonas affirma que nous avions fait ce qu'il fallait, mais je percevais dans sa voix une fatigue nouvelle, comme s'il découvrait le poids de la vérité qu'il avait défendue. Aldrich, lui, paraissait apaisé, libéré de la peur qui le retenait depuis des années, et je compris que ce chemin nous avait transformés. La quête du bonheur n'était plus une recherche de réponses, mais une manière d'apprendre à vivre avec nos propres questions. Plus tard dans la journée, nous marchâmes dans les jardins derrière l'université. Les couleurs de l'automne donnaient à l'air une douceur inattendue. Jonas me demanda si je pensais que les écrits du philosophe changeraient réellement quelque chose. Je répondis que le changement venait rarement d'une seule révélation, mais d'une série de prises de conscience. Aldrich ajouta que ce que nous avions accompli n'était pas de corriger l'histoire, mais de lui rendre sa complexité. Je ressentis alors une étrange gratitude envers cet auteur que nous n'avions jamais connu. Ses contradictions, ses doutes, sa vulnérabilité avaient ouvert une voie nouvelle. Celle d'un bonheur qui ne cherche plus à se prouver mais à se comprendre. Peut-être que la philosophie redevenait enfin ce qu'elle avait toujours été, un dialogue vivant avec soi-même. Nous nous assîmes sur un banc surplombant un petit étang. Le vent créait à la surface de l'eau des ondulations paisibles qui semblaient refléter nos pensées silencieuses. Jonas sortit un carnet et écrivit quelques notes, disant qu'il voulait poursuivre la recherche, non pour dévoiler d'autres secrets, mais pour comprendre comment nos attentes façonnent les figures que nous admirons. Aldrich acquiesça, affirmant que l'idéalisation avait souvent servi de refuge face à nos propres incertitudes. Je laissai mes yeux se perdre dans les reflets du soleil sur l'eau et compris que le bonheur n'était pas un état fixe, mais une manière d'accepter le mouvement. Le philosophe que nous avions étudié avait tenté de dire cette vérité simple, mais elle avait longtemps été jugée trop instable. Et pourtant,
C'était peut-être la seule vérité capable de résister au temps. Lorsque nous quittâmes les jardins, une sensation de légèreté inattendue m'envahit. Jonas affirma que ce que nous avions révélé ne serait peut-être pas accepté par tous, mais qu'il valait mieux une vérité inconfortable qu'un mythe trop confortable. Aldrich sourit faiblement, comme s'il retrouvait enfin une part de lui-même qu'il avait longtemps dissimulée. Je réalisais alors que cette quête avait dépassé les manuscrits. Elle nous avait tous conduits à regarder en face nos propres contradictions. Peut-être que les géants de la philosophie n'avaient jamais menti. Peut-être avaient-ils simplement essayé de survivre à leurs doutes, comme nous tous. Et dans cette reconnaissance silencieuse, je sentis naître une paix nouvelle, fragile mais authentique. Quand au bout au twin quand ma scène d'où Odyssea much sont toi peda, mais authentique. En rentrant chez moi, je repensais à chaque étape de notre voyage. Les doutes du philosophe, la protection d'Aldrich, la détermination de Jonas, tout cela formait un fil invisible, reliant les époques et les esprits. Je compris que le bonheur ne résidait ni dans les doctrines parfaites, ni dans les promesses immuables, mais dans notre capacité à accueillir l'incertitude avec courage. Les géants n'avaient pas menti. Ils avaient simplement tenté de traduire une vérité trop mouvante pour être fixée en mots définitifs. Alors que je déposais la dernière note sur mon bureau, une pensée douce s'imposa. Peut-être que la plus grande sagesse consiste à accepter que nos réponses seront toujours incomplètes, et que c'est précisément cette incomplétude qui nous permet d'avancer.